Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un David Jaomanoro, parcours de vie et témoignages. Rapide parcours biographique. La jeunesse provinciale. David Jaomanoro est né dans le nord de Madagascar, à la campagne, dans une famille paysanne de 8 enfants. Il assiste donc aux diverses traditions Antakarana, qu'il représentera dans son œuvre. Sa famille s'installe à Diego pendant qu'il est encore jeune, et cette ville devient son lieu de référence. Son père est cuisinier et petit marchand de légumes. Quand il meurt, l'univers du fils qui n'est qu'en 6e bascule. De jeune écolier sage, il devient un adolescent révolté et violent au point qu'il est appelé par ses amis, le démon à la moustache rouge. Il retrouva la paix grâce à un retour à la foi chrétienne en 1978. Privé de soutien, il doit travailler dès l'obtention de son BEPC et devient instituteur dès l'âge de 20 ans tout en poursuivant ses études par correspondance. À la faveur d'un quota réservé aux enseignants déjà en fonction, il accède par voie de concours en 1987 à l'École normale supérieure d'Antananarivo. L'université est le temps des découvertes. Il est en filière de lettres, avec des étudiants malgaches des autres régions mais plus jeunes que lui, étudiant des auteurs modernes dont des Africains sous l'autorité de Liliane Ramarossou et Serge Métinger. Son goût pour l'écriture, ébauché dès le collège sous la forme de quelques poèmes, est stimulé par ce nouveau milieu. Cette année-là, un large colloque est organisé pour célébrer le 50aire de la mort du poète de référence, Jean-Joseph Rabéa-Rivelo. C'est l'occasion pour ces jeunes de montrer que l'écriture en français a changé dans un pays qui n'est plus une colonie française mais qui affronte des problèmes internes au moins aussi graves. Un pouvoir totalitaire, une situation socio-économique qui s'aggrave, l'humiliation de voir son pays s'écrouler. Les jeunes poètes veulent dire avec fougue la révolte que cela leur inspire. David présente son recueil traversé à la fois par la révolte face à la misère, il évoque les mendiants, l'enfant mort de faim, la guerre, et par la joie face à la beauté ou à l'enfant. Son texte est primé en même temps que celui de son cadet Jean-Luc Raharimanana. Pour chacun, c'est le début d'une reconnaissance par des Français de passage qui les encourageront sous la forme de bourses ou de séjours d'écriture. Le théâtre en réseau. Animateur dans l'âme, habitué à créer ses propres supports pédagogiques, Jaomanoro écrit des sketchs pour les jeunes. Aussi, quand Monique Blin, la responsable du Festival des Francophonies de Limoges, est de passage à Madagascar en 1987 pour y repérer des dramaturges francophones, c'est lui qui lui est recommandé. Il présente ce qu'il nomme des petits sketchs inspirés de la vie quotidienne et qu'elle préfère nommer des petites pièces. Convaincue, elle l'invite en résidence d'écriture à Limoges pour l'année suivante. Il continue à écrire du théâtre, mais sous une forme plus aboutie avec la retraite. À l'été 1988, il bénéficie de son premier séjour en France, 3 mois à Limoges dans cette maison réservée aux auteurs. Il s'y trouve avec sa compatriote Michel Rakotosson, l'Ivoirien Bernard Zadizaourou et le Congolais Sylvain Mbemba. Cette mise à l'écart lui permet d'abord de faire le point sur lui-même. À Limoges, tout mon passé m'est revenu. D'écrire des nouvelles qu'il qualifie de très autobiographiques et d'achever la pièce Le Dernier Caïman. Dans l'attente d'un poste d'enseignant, il écrit J'ai marché dessus, daté du 29 mars 1989, qu'il soumet au concours interafricain organisé par Radio France Internationale, RFI. Une nouvelle période s'ouvre quand il peut retourner dans sa région natale. Retour à Diego, l'enseignement. Les années 1990 sont celles de multiples fonctions à Diego et aux alentours. En bâton de Drazaka, en bilobe. Il enseigne, forme les enseignants, devient chargé de cours à l'université de Diego et en 1993, directeur des affaires culturelles et du patrimoine pour la province. Mais, à partir de 1991, de graves crises politiques secouent le pays. Après les grèves ayant abouti au départ du président Ratsiraka en août 1991, l'instabilité et la violence sont entretenues dans les régions sous la forme de bandes armées dites fédérées dans le nord en 1993. Du théâtre à la nouvelle. De cette époque date un changement de genre. Il passe du théâtre à la nouvelle, parfois à partir du même matériau. C'est ainsi que la pièce J'ai marché dessus devient la nouvelle Docteur parvenu qui paraît dans la revue française Les Carnets de l'exotisme,
en 1991 avec une présentation de Serge Métinger. Ces textes sont appréciés par les jurys internationaux et publiés dans des recueils collectifs. Sa nouvelle Funérailles d'un cochon, qui évoquait la violence des fédérés, obtient le premier prix au concours de nouvelles 1993 de RFI et donne son nom au recueil collectif. Lui-même dirige en 1995 un recueil de nouvelles publié par le Centre culturel Albert Camus, d'Antananarivo. Il annonce dans l'avant-propos que la littérature malgache d'expression française est désormais sortie de sa léthargie. Plusieurs adaptations scéniques de ses pièces circulent à Madagascar, à Bruxelles et à Bamako. En 1997, les Jeux de la francophonie qui rassemblent des artistes et des sportifs de nombreux pays ont lieu à Antananarivo. Sa nouvelle Jaombilo y reçoit la médaille d'or. Il y rencontre d'autres jeunes artistes du Nord qui deviendront ses interprètes et presque ses disciples. Le chorégraphe Servo Kotosson montera la retraite avec sa troupe et des étudiants et la produira dans les villes du Nord, Sambava, Diego, Andapa, Antalaa. Servo Kotosson introduit la danse et le chant dans les textes, en lien étroit avec son aîné. La vie politique le rattrape à nouveau au même moment lorsqu'il apprend depuis la Réunion que le nouveau pouvoir, qui avait suscité les fédérés, l'a limogé. Il s'installe alors à Mayotte, qu'il qualifiera de « terre d'accueil » et des îles Sœurs. Mayotte et les nouvelles initiatives. En sus de ses fonctions locales, Jao Manoro s'engage dans de multiples actions culturelles au bénéfice des jeunes voisins que sont les Malgaches, les Comoriens et les Mahorais. En 2000, il se dit persuadé de l'urgence de briser les enclaves sociopolitiques, convaincu de la nécessité d'abattre les barrières culturelles au niveau des îles de l'océan Indien. Après avoir utilisé les 10 mots de la francophonie, il lance en 2003 le festival Franco-Jeune avec l'écrivain comorien Assur Atoumani. Il s'agit d'un concours littéraire en français ouvert aux différentes catégories d'âge, d'ateliers d'écriture et d'un voyage dans une des îles pour les lauréats. Les formations artistiques, danse, conte, dessin, théâtre, leur sont dispensées par des professionnels. La même année, il contribue à la mise en place l'opération Narissom, Lison en Shimaoré, qui permet à des collégiens malgaches et mahorais de sélectionner un ouvrage pour la jeunesse et de rencontrer des écrivains. Il suscite, dans le même esprit, des opérations culturelles et pédagogiques communes entre des villes côtières malgaches, Majunga, Diego et Mayotte, qui entrent ainsi dans un réseau régional. En 2001, il est à nouveau invité par l'intermédiaire de Monique Blin à un séjour d'écriture de 3 semaines pour dramaturge, cette fois à Bamako. Il s'agit d'une initiative du metteur en scène suisse Claude Yersin, alors directeur du théâtre d'Angers, ville jumelée à la capitale malienne. Ce projet dit Ruche Soni Laboutansi rassemble des jeunes dramaturges ayant soif de soumettre leurs textes en train de se constituer. David, une nouvelle fois, y semble en décalage. Il a 25 ans de plus, une carrière établie, une écriture affermie. Il y soumet la version dramaturgique de la nouvelle Tamou. Claude Yersin témoigne de la discrétion d'un homme qui ne parlait pas du tout de lui, mais des Mahorais, au point qu'il en garda le souvenir qu'il l'était. Mais cet effacement relatif tranchait avec la violence de son écriture. En 2006, il rassemble 12 des nouvelles dans le recueil Pirogue sur le vide qui paraît en France aux éditions de l'Aube, ce qui lui vaut de figurer parmi les 40 écrivains francophones invités au Salon du Livre de Paris. Ce séjour sera l'occasion de nombreuses rencontres. Acteur aussi dans le réseau des écrivains adultes, il était le secrétaire de l'Amicale pour la promotion de l'écriture et de la littérature, à Mayotte dont le président est Assur Atoumani, avec lequel il s'apprêtait à partir en résidence d'écriture à Madagascar. Infatigable animateur, fin artisan d'un rapprochement entre des régions qui avaient de la méfiance les unes pour les autres, David Jao Manoro espérait se réinstaller à Madagascar. Il n'en a pas eu le temps. Dominique Ranévoson. Entretien avec David Jao Manoro. David Jao Manoro, vous êtes un écrivain de Madagascar. Dans quelles circonstances et avec quel objectif avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire au collège, à Madagascar. C'étaient des poèmes, souvent pour épater les camarades. Mais de façon sérieuse, je dirais, à la fac d'Antananarivo, j'ai redécouvert la littérature à travers les auteurs africains, Mongo Be accent aigu Ti, Soni Laboutansi, etc.
2 de mes professeurs de littérature me soutenaient, me remettaient sur les rails. Le concours de poèmes mis en place pour la célébration du cinquantenaire de la mort de Jean-Joseph Rabé-à-Rivelaud, en 1987, a révélé et distingué ma plaquette de poésie, Catams j'aime ça. Ce fut le vrai départ. À l'époque, je voulais attirer l'attention sur la déchéance de la situation socio-économique à Madagascar. Tous mes écrits n'étaient qu'un cri de détresse. Vous avez écrit pour le théâtre, semblez passer à la nouvelle. Est-ce un nouveau choix ou un travail en parallèle sur plusieurs genres? Au début, j'écrivais dans plusieurs genres parallèlement, pêle-mêle. Poésie, nouvelle, théâtre, selon l'inspiration du moment. Certains sujets passaient mieux dans un genre plutôt que dans un autre. La retraite théâtre édition. Promotion théâtre 1990, Le Dernier Caïman théâtre Ined. Le mariage de la princesse Yangoria théâtre Ined. Je travaillais dans ces pièces une parole incantatoire, une profération proche de l'imprécation, pour mettre en scène une situation dégradée et dégradante à travers des personnages handicapés par une fracture sociale profonde. Dans le même temps, j'écrivais des nouvelles, mais de moins en moins de poèmes. La peau de banane, Je descends à Voidiala, Docteur Parvenu, Tori édition 1992. Le style commence alors à évoluer vers le récit, soutenu par une parole empruntée à l'oralité, servie par l'imagerie populaire et portée par des personnages qui réclament leur individualité. La nouvelle devient mon genre de prédilection. Le Petit Os, Funérailles d'un cochon, Grand Prix RFIACCT 1993, Jaombilo, Médaille d'or aux 3 Jeux de la francophonie 1997. Dans tous vos textes, les personnages, paysans ou citadins, femmes ou hommes, se débattent dans des contextes difficiles voire violents. Votre écriture a-t-elle l'ambition d'être réaliste? Ou êtes-vous dans une mise en scène d'une vision pessimiste de l'homme malgache et de l'homme en général? Mon écriture s'inspire de faits réels. Il se trouve que cette réalité est dure, violente, à un point tel que j'oublie parfois qu'elle comporte aussi des merveilles qui méritent d'être mentionnées. Mais celle-ci ne concerne qu'une minorité. Moi, je prends le parti de dénoncer des anomalies, de m'insurger contre des injustices, de hurler ma douleur, celle d'une génération laissée pour compte et qui réclame un petit morceau de bien-être. Si mon propos touche à l'universalité, bien que profondément enraciné dans un espace géographique bien localisé, c'est parce qu'il touche à l'humain. Plusieurs nouvelles décrivent l'exil des Malgaches ou des Comoriens à Mayotte, où vous vivez depuis plusieurs années. Des mots comoriens parsèment même vos textes. Quel est votre objectif littéraire social? C'est ma façon à moi de participer à un débat social d'actualité que d'accompagner dans leur fuite en avant ces individus qui refusent leur destin, qui aspirent à un mieux-être. Je ne me substitue pas aux politiques, ni à qui que ce soit. Je relate simplement des faits, avec ma sensibilité. Pour ce qui est des mots comoriens, malgaches aussi, qui parsèment mes textes, je me les impose comme j'imposerais leur cas au débat public, au risque de déstabiliser le lecteur. Vos textes en français doivent comporter un lexique. Est-ce parce que vous vous sentez à l'étroit dans une langue française incapable de rendre compte de mondes éloignés? Non. Pas du tout. Le défi est justement de pouvoir plier la langue française afin qu'elle rende compte de ces situations. La langue française n'est pas éloignée de ces mondes avec lesquels elle entretient des relations fortes d'interdépendance. Elle n'a sa raison d'être qu'en présence de sociétés dotées enfin d'un visage, d'une identité culturelle fortement revendiquée, légitime et reconnue. Après avoir contribué pendant des décennies, voire des siècles, à la destruction de ces mondes, de ces peuples, la langue française n'a pas le droit de dire aujourd'hui qu'elle en est éloignée. Ou voulez-vous déstabiliser le lecteur, déjà choqué par les personnages et les situations qu'il découvre? Choqué? Je le suis aussi lorsqu'on parle de francophonie à des peuples qui crèvent de faim et qui n'ont pas les outils nécessaires à l'épanouissement de leur langue et de leur culture. Les lecteurs français ont eu du mal à vous trouver, même quand vous avez reçu la médaille d'or des Jeux de la francophonie en 1997 pour Jaombilo, car vos textes publiés l'étaient dans des recueils collectifs. En janvier 2006, les éditions de l'Aube publieront votre premier recueil personnel et une nouvelle de vous sera dans Chroniques de Madagascar aux éditions Sepia, novembre 2005. Pouvez-vous nous présenter en avant-première ces 2 ouvrages? Le titre provisoire du recueil est Le rêve d'Assiata.
Les 12 nouvelles qui le composent retracent un cheminement dans les régions malgaches d'abord, pour s'arrêter à Mayotte ensuite, d'individus qui veulent se sortir de dérives politiques et socio-économiques dans lesquelles ils sont empêtrés. Pierrot, dans Chroniques de Madagascar, est un pêcheur anjouanais, immigré clandestin à Mayotte. Il sacrifie sa vie familiale dans l'espoir de papiers français, qui lui permettront plus tard de faire vivre décemment son épouse et ses enfants anjouanais. Il est arrêté après avoir pêché 2 cadavres dans le lagon. Nous invitons les lecteurs à venir faire votre connaissance durant le Salon du Livre de Paris, où vous serez parmi les invités des éditions de l'Aube. David Jaomanoro, Papa Francojeunes. Rien ne laissait prévoir que le natif d'Anivoran au nord allait un jour devenir l'immense humaniste que j'ai côtoyé dès son arrivée à Mayotte, et qui nous a tous laissés orphelins en cet après-midi du 7 décembre 2014 au centre hospitalier de Mayotte. Son enfance, son adolescence, sa vie de jeune homme telle qu'il me les a rapportés, ont été pour une grande partie source d'inspiration pour les personnages qui parcourent son œuvre. Il transpire la pauvreté et partant son corollaire, la débrouillardise. En vérité, au détour de chaque mise en scène, nous découvrons avec amertume le côté pile de ce fils de paysan nécessiteux. Ainsi, 4e d'une fratrie de 14 enfants dont 6 sont morts en bas âge, David débute sa scolarité à l'école élémentaire de Sajoavato. Chaque matin, accompagné de ses frères et sœurs, il parcourt matin et soir pieds nus les 7 kilomètres le séparant de la case familiale en feuilles de Ravnala de l'école. Pour tout vêtement pour se rendre à l'école, David ne dispose que d'une vieille chemise et d'un short déchiré aux fesses. Sans revenu mensuel, leurs parents ne peuvent pas leur offrir un goûter pour la récréation. Durant la saison des mangues, les enfants s'empiffrent de fruits cueillis en bord de route à satiété. Dès le début de sa scolarisation, David se montre un élève très doué. Pour permettre à son fils de poursuivre ses études, son père prend la décision de déménager à Diego Suarez où il décroche un poste de cuisinier à l'école des frères Saint-Joseph. Malheureusement, son père décède alors qu'il n'est encore qu'en 6e. David est inconsolable. Tous les jours, il pleure sans arrêt, car il sait que personne ne peut à ce moment-là lui assurer sa scolarité. Cependant, par respect pour les services rendus par son père et vu ses excellents résultats, la mission catholique décide de l'inscrire gratuitement dans son établissement. C'est ainsi qu'à 18 ans, le jeune homme décroche son BEPC. Pour aider sa famille, David abandonne alors ses études et devient instituteur. À 20 ans, il se retrouve à Antsira pour effectuer son service militaire obligatoire de 18 mois. Au bout de 5 mois, il réussit à se faire révoquer de l'armée pour cause de troubles comportementaux. En vérité, il simule beaucoup car il déteste les métiers d'armes. David rentre alors à Diego Suarez, dans son académie d'origine, reprend son métier d'instituteur et est affecté à Ramena. Tout comme sa mère habitait des Trombas et Calanoro, David commence à apprendre et à s'adonner à la magie noire. Incontrôlable, il bascule alors dans la délinquance. Il boit, fume beaucoup et arpente souvent les rues de Diego Suarez à toute vitesse, debout sur le siège ou les pieds posés sur le guidon de son gros motocross dépourvu de pots d'échappement qui pétarade sans discontinuer. Dans les boîtes de nuit, il refuse obstinément de payer son ticket d'entrée. Il bouscule sans cesse les hommes préposés à la sécurité. De toute évidence, il aime et cherche vaille que vaille la bagarre. Vol, coups de poing, mensonges font partie de son quotidien. Jeune homme robuste, David est sans foi ni loi. Il mène cette vie de débauche jusqu'à l'âge de 24 ans. Bien qu'animiste, sa mère finit par se convertir au christianisme et rejoint l'église Jesosi Mamonji, littéralement Jésus sauve. La vieille dame fréquente assidûment l'église accompagnée de Jean, l'un de ses fils aînés, surnommé Jean de la Croix. Celui-ci participe à la chorale de l'église. Comme il adore chanter, il introduit la musique à la maison. David continue à s'adonner à l'alcool mais commence à s'intéresser à la musique, car il a une très belle voix. Et puis un jour, accompagné de sa bande de délinquants et de son petit frère, il décide de faire plaisir à sa mère en fêtant Noël à l'église. Après une beuverie, complètement ivre, il dépose son paquet de cigarettes sur la gouttière de l'édifice religieux et entre dans la maison de Dieu. Nous sommes le 25 décembre 1977. Ce soir-là,
Sans avoir jamais rencontré auparavant le prédicateur, David est presque tétanisé quand il entend ce dernier déclamer « Repentez-vous. Que le méchant abandonne ses voies et retourne vers l'Éternel. » Reprenant Ézéchiel, il ajoute « J'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Subitement, David prend conscience de sa conduite immorale. À l'écoute de cette prédication, David sort visité par Dieu. Il confesse alors publiquement ses péchés. Grâce à son témoignage, il se convertit au christianisme. Suite à cette révélation rédemptrice, David devient membre actif de l'Église et décide de s'initier à l'enseignement de Jessosie Mamonji. Ainsi David connaît la véracité de l'Écriture sainte et découvre qui est Jésus. Il décide alors de suivre les traces de son Sauveur pour le salut des pauvres contre la délinquance, la méchanceté, l'alcool et la magie. Il se réapproprie la justice, la droiture, la vérité. La musique l'aide à parfaire son évangélisation. Par la suite, c'est par cet esprit nouveau prôné par Ézéchiel que David s'est intéressé à tout le monde et a partagé son expérience avec Dieu. En 1978, pour montrer qu'il tourne définitivement le dos à sa vie de délinquant, il se débarrasse de son motocross en l'offrant à Eugène, son frère cadet. Désormais un nouvel homme est né. Enfin métamorphosé, l'instituteur reprend ses études. Il suit des cours du soir et se tue à la tâche. En parallèle, afin de s'initier à la culture de son pays, il fréquente avec intérêt le grand conteur traditionnel malgache Paul Jaoravoana dit Paul Congo qui l'imprègne des contes Antakarana. Ainsi, tout compte fait, David connaît plus de 100 contes. Il s'en sert pour ses cours car les enseignants locaux ne disposent d'aucun outil pédagogique en malgache en dépit de la malgachisation devenue active suite à la Grande Grève de 1972. En 1981, à l'âge de 27 ans, David décroche enfin son baccalauréat à Diego Suarez. Il est alors marié et père de 2 enfants. Après son diplôme, il quitte l'Antakarana et s'installe à Tananarive où il s'inscrit à l'école normale d'Ampefiloa. À cette époque-là, il retrouve Narcisse Randriamirado et rencontre Jean-Luc Raharimanana. Pour parfaire leur écriture, le trio collabore en s'échangeant et en critiquant leurs manuscrits respectifs. Durant ses études en pays Mérina, en admirateur inconditionnel de Jean-Joseph Rabé Arivelo qu'il considère comme le plus grand poète malgache, David passe beaucoup de temps à écrire de la poésie, du théâtre et par-dessus tout des nouvelles. 5 années après le baccalauréat, entre l'université de Tananarive et l'université de La Réunion, il prépare et obtient un DEA en littérature. Devenu professeur de français, il est affecté au collège d'Ambilobe puis au lycée technique de Diego Suarez. Plus tard, il est en poste à Andapa. Au contact des Betsileo, éminents spécialistes du Inteni, littéralement le savoir de la parole, David s'initie au kabari. Dans ses discours relatifs aux manifestations incontournables qui jalonnent la vie, à savoir la naissance, la circoncision, le mariage et la mort, il apprend à utiliser à profusion les proverbes et les devinettes dans un langage très métaphorique. On retrouve d'ailleurs souvent ces figures de style dans ses écrits. Mon étrave de pirogue emprunte ce chemin déjà 1000 fois fendu comme la chair désabusée d'une amante. Lors de sa résidence d'écriture à Limoges dans le cadre du Festival des théâtres francophones, pour lutter contre la solitude, David approfondit ses compétences musicales et compose beaucoup de chansons. À l'occasion de son retour à Madagascar auprès de sa femme et de ses enfants, il ramène dans ses bagages divers instruments de musique. Je ne conçois pas une école où l'on interdit la pratique du chant et de la musique. Jamais je n'y scolariserai mes enfants, me confie-t-il un jour au détour d'une conversation. Recruté par l'APROSASOMA, l'Association pour la promotion sanitaire et sociale de Mayotte, une ONG dont les activités sont l'aide aux handicapés, la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme, ainsi que la formation professionnelle et continue, David Jaomanoro arrive en 1998 à Mayotte, 4 mois avant sa famille. Un samedi après-midi, la troupe de théâtre Mkakamba que je dirige, depuis sa création en 1992, organise au CMAC, Centre Mahorais d'animation culturelle, une réunion pour la mise en place de sa nouvelle saison. Quelques sympathisants dont un inconnu sont présents dans la salle. D'une discrétion exemplaire, l'homme vient me voir en aparté. « Bonjour monsieur Nassur Atoumani.
Je m'appelle David Jao-Manoro. Ah. Vous êtes l'auteur de La Retraite ? Lui coupai-je aussitôt la parole. Oui, me répondit-il. Je venais de lire sa pièce de théâtre et Funérailles d'un cochon quelques semaines plus tôt. Lui, il avait lu La fille du polygame, ma première pièce de théâtre. Nous passâmes alors une bonne demi-heure ensemble à parler de théâtre et de littérature africaine. Je le déposai ensuite chez lui. Nous nous revîmes une semaine plus tard, et nous commençâmes à échanger nos publiscrits. J'avais déjà fini d'écrire Le Calvaire des Baobabs, mon premier roman, et j'avais besoin d'un œil nouveau pour me critiquer, me conseiller, me guider. David tombait à point nommé pour endosser ce rôle. Notre amitié était déjà en marche. Je ne connaissais alors pas encore l'homme, l'humaniste, mais j'avais déjà rencontré l'écrivain passionné de la langue française qu'il était par la lecture des auteurs africains qu'il me conseillait, même si pour la plupart d'entre eux j'avais déjà eu l'occasion de découvrir certains de leurs romans. En septembre 2000, David quitte l'APROSASOMA pour le Centre de documentation pédagogique où il s'occupe principalement de la littérature de jeunesse. En mai 2001, il me fait part de son intention de créer les Franco-Jeunes afin de regrouper les jeunes de la région à travers les 10 mots proposés à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Il me demande de l'épauler dans ce projet littéraire majeur qui pourrait faire émerger plus tard d'autres écrivains francophones. La première édition a d'ailleurs lieu à Moélie en 2002. Depuis cette date, ce festival littéraire itinérant regroupe, une semaine durant, une quarantaine de lauréats de 10 à 25 ans originaires de l'Union des Comores, des régions du nord de Madagascar, Beni, Diana, Sava, de la région d'Atsimo-Andrefana, Tuléar, de Zanzibar et de Mayotte. J'ai le privilège de l'accompagner dans cette aventure, véritable hymne à la joie et à l'amitié autour d'amoureux de la langue française. Ce concours a d'ailleurs fait naître des pépites telles que l'écrivain Nassouf Jailani, Grand Prix littéraire de l'océan Indien en 2006, Naïm El-Nour MZ accent aigu Hamadi, Prix international jeunes auteurs en Suisse en 2011 et Fatima Madi Maftaha, lauréate nationale de slam en France en 2013. Au fil des années, le côtoyer et échanger avec lui sur nos travaux d'écriture respectifs furent le ciment d'une amitié sincère que j'ai eu le plaisir de partager avec David. À la fois conteur, chanteur et danseur, ce pédagogue formé dans la grande île distille des one-man shows toujours fort captivants. Il dégage une aura sans pareille, à l'occasion des soirées que nous animons ensemble lors des Franco-Jeunes. Fort de toute sa richesse immatérielle, David est à Mayotte, souvent invité dans les établissements scolaires primaires et secondaires, ainsi que dans les bibliothèques de l'île pour assurer des animations pour les enfants et les adolescents. De ses 7 frères et sœurs, David est le seul à avoir fait de longues études et réussi à quitter son île natale avec son lot de misère récurrente. Installé à Mayotte jusqu'à sa disparition, à l'âge de 61 ans, David n'a jamais oublié la vie difficile qu'il a endurée lors de son enfance. Il a su être un grand frère, un cousin, un ami, un support financier indéfectible tant dans sa propre famille que dans sa belle famille au sens africain du terme. Rien ne le rendait plus malheureux que de voir quelqu'un dans le besoin. Lors des rencontres littéraires, Papa Franco-Jeune, comme le surnommaient affectueusement les lauréats, était toujours aux petits soins avec tout un chacun. Comme dit Monsieur Issa, l'un de ses amis les plus intimes, son cœur de pierre avait définitivement disparu. Selon la volonté de sa famille, après son brusque décès, son corps fut rapatrié à Madagascar. Désormais et pour l'éternité, David Jao-Manoro repose à Saarenana dans le cimetière familial à côté de son père. Le 21 juin 2014, il m'avait dédicacé son dernier recueil, Le Mangeur de Cactus en ces termes très révélateurs. À Nassur, mon ami, au nom des autres qui tentent de s'en sortir. Nassur Atoumani. Témoignages sur David Jao-Manoro. Les témoignages sur une personnalité, quand on n'en a pas partagé le quotidien et dans la durée, constituent un exercice aléatoire. Comment en effet assurer la cohésion du portrait, en s'appuyant sur des souvenirs en pointillés et surtout, délayés dans le temps? Il faut croire que la personnalité de David Jao-Manoro est assez forte et marquante pour que je puisse livrer aujourd'hui un témoignage sur lui. Un témoignage peut être subjectif mais je veux le penser représentatif,
bien que notre dernière rencontre remonte à près de 30 ans. J'ai fait la connaissance de David Jaumanoro du temps où il était étudiant en langue et lettres françaises, au sein de l'École normale supérieure, Université d'Antananarivo, dans les années 80. C'était alors un jeune homme réservé, mais d'une présence empreinte d'une force tranquille. La relative sévérité de son allure était démentie par son regard clair, par ses sourires rares mais lumineux et par la douceur de sa voix. C'est à cette époque qu'il avait fait la primeur à quelques-uns de ses professeurs de littérature dont moi, de ses tout premiers écrits, sous forme de tapuscrits sur papier recyclé, voire de manuscrits soigneusement mis au propre. En présentant ces textes, il nous avait confié combien le sort des victimes innocentes et sans défense de tout appareil social inique l'interpellait, en tant que citoyen, en tant qu'homme. Il nous avait alors expliqué pourquoi, en tant qu'écrivain, ces personnages de prédilection étaient les laissés pour compte de la vie. D'abord, les enfants des rues, alors surnommés les Katmi, dont l'âpre lutte pour la survie était le lot quotidien. Au même titre, le révolté le sort tragique des hommes, des femmes et surtout des adolescents qui subissent les lois inexorables des traditions. Il nous évoquait avec une passion retenue les sanctions qui broient impitoyablement leur vie ou leur intégrité, du fait de leur incompréhension des rites et des interdits, ou du détournement de ceux-ci par des individus sans scrupules. Ces confidences informelles tissaient déjà la trame de son premier recueil de poèmes Katrams Jemsa et de ses premières nouvelles, L'appel de la nuit, Une belle victoire, Peau de banane, Docteur parvenu, ainsi que de la première mouture de sa pièce, Le dernier caïman. J'ai été frappé d'entrée de jeu par l'extrême noirceur de ses œuvres. Mais d'ores et déjà, j'ai constaté que filtraient dans les interstices des poèmes et des récits et en filigrane des scénarios, une certaine tendresse, ou une tendresse certaine, ainsi qu'un espoir ténu de rédemption pour les anti-héros mis en scène. J'ai édité quelques extraits de ces coups de cœur, dans mon anthologie de la littérature malgache d'expression française des années 80, L'Harmattan, Paris, 1993. Notamment, des extraits du recueil de poèmes Katrams Jemsa et des nouvelles L'appel de la nuit et Je descends à Voidiala. Par la suite, j'ai suivi de loin, mais avec un intérêt jamais démenti, l'évolution de David Jaumanoro à travers les prix et autres distinctions littéraires obtenues, à travers les critiques universitaires et journalistiques sur l'homme et l'œuvre, à travers ses publications dans des maisons d'édition et des revues de renom d'ici et d'ailleurs. Et je témoigne que les confidences de l'écrivain en herbe et les œuvres en devenir de l'étudiant de Lens portaient déjà en germe les qualités littéraires et le profond humanisme qui marquent les belles réalisations de son court mais brillant itinéraire. Or, qu'est-ce qu'un grand écrivain, sinon celui qui construit par et à travers ses œuvres, un véritable univers cohérent et faisant sens, mais en constante évolution? Pour terminer, je ne peux que regretter le silence relatif de la critique sur cet écrivain trop tôt disparu. Je salue donc l'initiative de cet ouvrage de Dominique Ranet-Vauzon qui contribuera à combler cette lacune. Liliane Ramarossou. Souvenir de Serge Meitinger. J'ai fait la connaissance de David Jaumanoro au moment de son entrée à l'École normale supérieure de Tananarive, où j'enseignais, en 1983. Il a 30 ans et a déjà été instituteur pendant 10 ans. Il fait partie des 5 fonctionnaires de la promotion. Il en sortira en 1988, soutenance de son mémoire de CAPEN. Réalisé sous ma direction, le 25 juin 1988, le thème de l'arbre dans l'œuvre poétique en français de Jean-Joseph Rabéa-Rivelo. En 1987, lors du colloque J.J. Rabéa-Rivelo, cet inconnu, il a obtenu ex aequo avec Jean-Luc Rahari-Manana, le prix de poésie décerné à cette occasion pour son recueil Katrams Jemsa. Pierre Toreille, présent au colloque, proposera son ensemble poétique pour le prix Jean Malrieux. La même année, il rédige sa première pièce de théâtre qui deviendra La Retraite. Dès 1988, il est auteur en résidence, avec Michel Racotosson entre autres à Limoges pour le Festival des Francophonies, août-octobre. Il y écrit sa 3e pièce J'ai marché dessus, la seconde est Le dernier caïman de 1988 également, et présente à l'Université de Limoges un projet de DEA sur les contes populaires malgaches. Il est invité par Alain Decaux, alors ministre de la Francophonie, aux États généraux de la création francophone à Limoges en octobre 1989.
Il restera dans cette ville de septembre 1989 à juillet 1990. Pendant ce temps, sa pièce Le Dernier Caïman fait le tour de Madagascar alors que La Retraite, qui paraît en Belgique, est mise en lecture autant à Bruxelles qu'à Bamako et en Guyane. Il s'efforce de boucler son DEA sur la femme dans les contes malgaches et y parvient de justesse avant son retour de juillet 1990. Nommé à Ambilobe, dans la région qui est celle de son ethnie Antankarana. Invité au forum sur le théâtre contemporain à Saint-Denis de la Réunion, 6 au 11 mai 1991, il séjourne chez moi et y rédige ou met au net Le Petit Os, 4 mai 1991. La même année, il termine sa 4e pièce La Beka Coésie. Nommé au lycée technique de Diego au début de 1992, il devient assistant à l'université en fin d'année. Début 1993, les FE accent aigu DE accent aigu S font régner la terreur à Diego et dans la province. Sa nouvelle Funérailles d'un cochon obtient le premier prix au concours de nouvelles 1993 de RFI. Fin 1994, il passe Noël avec moi et ma fille. Jamaïque, date de ce séjour à La Réunion, 27 décembre 1994. Il s'inscrit en thèse sous ma direction à l'Université de La Réunion à ce moment, son sujet devant prolonger le thème de son DEA. Dans la période où Albert Zafi est président de la République malgache, mars 1993 au septembre 1996, il devient directeur des affaires culturelles et du patrimoine pour la province de Diego. Il crée et dirige une radio locale francophone Alliance FM. C'est lors de son séjour à La Réunion, dans les premiers mois de 1997, qu'il apprend qu'au retour de Ratsiraka au pouvoir, il est limogé de son poste administratif et politique de directeur et il prend peur, craignant pour lui et sa famille les représailles des FE accent aigu DE accent aigu S. Il décide de partir en exil à Mayotte où il arrive seul en septembre 1997, retournant chercher sa famille à Diego en décembre. Ironie du sort, il est désigné par la Revue de l'Océan Indien homme de l'année 97 pour les arts et lettres à Madagascar, avec 9 autres personnalités dans d'autres domaines. Il remporte la médaille d'or au concours littéraire des 3e Jeux de la francophonie, avec Jaon Bilo, et un prix de 10 000 francs. Il obtient un visa de long séjour à Mayotte, et il pourra présenter une demande de naturalisation dès fin 1998. Il souhaiterait, faute de temps pour chercher et travailler son sujet, ne pas se réinscrire en thèse pour l'année 1997 à 98, mais c'est impossible et il doit déjà demander une dérogation. Il travaille à Mayotte, à l'Institut d'apprentissage du français, institution qui a du mal à se mettre en place mais qui l'embauchera ensuite et sera son principal point d'ancrage professionnel. Il y réalise des recherches, y organise des formations et des stages. Dans ce cadre, il suit un stage de didactique à côté de Grenoble en août 1998. Il participe, la même année, au concours littéraire lié à la commémoration, à La Réunion, du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, en vain. La thèse est abandonnée en 1999 mais il prépare à la place un DESS de formation des adultes. Les Journées de la francophonie à Mayotte, 13, 14 et 15 mai 1999, sont l'occasion de tracer un vaste programme de travail incitant aussi à la collaboration entre les îles de la région. Ultime trace de nos échanges, une carte de vœux que je date de l'an 2000 où il me dit qu'il a obtenu son DESS et la nationalité française pour lui et sa famille. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de correspondance entre nous ensuite. Peut-être a-t-il craint que l'abandon de sa thèse ne m'ait vexé, ou s'est-il senti en faute envers moi pour avoir laissé cette voie ? Je garde de lui l'image d'un homme discret et mesuré, au ton calme et un peu chantant, plein d'humour et très simple. Très proche des enfants, sachant les mettre en confiance et jouer avec eux. Il était aussi un fervent conteur, habile à tisser des histoires qui amusent et portent leçon. Sa discrétion était à son comble en matière religieuse. Bien qu'adepte d'un groupe protestant particulièrement austère, jamais dans sa vie comme dans son œuvre, il n'y fait la moindre allusion. Entretien avec Henri Randrianiarena, metteur en scène. Pouvez-vous évoquer les circonstances dans lesquelles vous êtes entré en contact avec David Jaumanoro et ses textes ? Lui d'abord, les textes ensuite, ou inversement ?
Je l'ai rencontré en 1989, c'est lui qui est venu me voir au CCAC, Centre culturel Albert Camus, le centre français à Antananarivo. Il m'a parlé de sa pièce Le Dernier Caïman. Quelle pièce avez-vous montée à cette époque, d'après le choix de qui? On s'est mis d'accord pour que ma compagnie monte la pièce. Il m'a donné toutes les latitudes de pouvoir couper voire de modifier le texte. Tu connais plus le théâtre que moi, qu'il a dit. Quel problème de mise en scène vous a posé ce texte? Je n'ai eu aucun problème particulier. J'étais jeune et me croyais infaillible. Que vous en a-t-il dit, à ce moment-là? Il m'a parlé du contexte de la pièce, l'histoire du lac sacré, les traditions Sakalava qui se perdent. Il m'a raconté quelques anecdotes que j'ai oubliées. Aujourd'hui, en 2017, au moment de la première publication de ses œuvres complètes, vous remontez Le Dernier Caïman. Avec quel regard sur cette pièce? Pourquoi l'aimez-vous? En cette année 2017, je prépare mon premier festival de théâtre, et parmi les pièces que je monte pour ce festival, il y a Le Dernier Caïman de David et L'Interférence de Jijirabe Arivelo. Ces deux œuvres ont ceci de commun. Elles ont été toutes les deux écrites durant la jeunesse de leurs auteurs respectifs. On y retrouve cette traduction spontanée d'un auteur qui pense en malagasy mais qui écrit en français. Cela donne au texte cette espèce d'excentricité que j'appellerais la vraie francophonie. Pensez-vous qu'elle fasse encore écho aux réalités malgaches d'aujourd'hui? Toute œuvre quelle qu'elle soit est intemporelle, c'est-à-dire qu'il sollicitera toujours les consciences, de génération en génération. Vous avez aussi adapté pour la scène une nouvelle, Tangena. Pouvez-vous expliquer la différence de traitement qui s'est imposée? Avec Tangena, j'étais déjà plus mûre. J'ai pris le défi créer une pièce de théâtre avec le texte d'une nouvelle sans aucune adaptation, c'est-à-dire monter le texte tel quel. Au début, j'ai fait appel à un musicien, Toti le bassiste d'abord, puis Rajri le valliiste après, pour jouer en live afin de meubler un peu le jeu. Mais plus tard, je me suis aperçu que le spectacle pouvait bien se tenir sans cet artifice. La pièce se jouait donc avec 3 comédiens et une unique cantine comme décor. Chaque comédien jouant plusieurs personnages, les changements se faisaient sur scène au vu des spectateurs. Quelles caractéristiques vous semblent associées aux personnages, aux pièces de David? Ces personnages sont toujours des Sakalava nobles, fiers mais souvent losers. Vous avez donné corps et voix, et donc vie à sa langue française. Quelle est sa particularité? David est un vrai francophone. Pour lui, la langue française est un outil qu'il adapte à sa pensée, sa culture. Son œuvre vous paraît-elle engagée, sur le plan politique ou social malgache? Engagée, je ne sais pas en tout cas. Il force le lecteur à croire que son propos est vrai. Comment expliquez-vous le relatif anonymat, dans lequel l'a laissé le public malgache? Il n'a jamais cherché la célébrité. Ses propos ne s'adressaient qu'à ceux qui veulent bien l'écouter. Propos recueillis par Dominique Ranévoson. 2. Analyse des œuvres. JAOMANORO, observateur, porte-parole, conteur moraliste. L'écrivain des côtes. Le cadre spatial et ethnique des textes de Jao Manoro est essentiel dans la mesure où il rompt avec la quasi-totalité de la production malgache. En effet, pour des raisons historiques, la majorité des intellectuels est issue de la région centrale de l'Imérina. Les écrivains mérina ont depuis Rabé Arivelo exalté leur région et sa culture, sa langue, ses paysages, ses femmes, ses chansons, au point d'en faire les symboles, non plus d'une région parmi d'autres, mais d'une nation. Les régions périphériques sont bien représentées, mais dans la littérature coloniale et contemporaine produite par des administrateurs et des voyageurs soucieux de rencontrer le pays profond, c'est-à-dire encore non marqué par l'influence moderne occidentale. Les ruraux en général, les côtiers des divers littoraux en particulier sont alors décrits dans un souci d'enquête ethnologique, et le regard attentif porté sur eux manifeste un intérêt qui peut aller jusqu'à l'envie dans la perspective primitiviste associant archaïsme et bonheur. L'œuvre de Louis Zumski, écrivain français retiré dans le pays entendroit, va dans ce sens, comme aujourd'hui les récits de Johari Ravalozon sur les Afimaniri et les Bara. À l'inverse, Eri Mahavanona se fait le porte-parole, dans ses nouvelles et sa poésie lyrique, de son peuple Tanala qui vit dans la forêt du Sud-Est et rend compte de la complexité de sa situation. David Jao Manoro, originaire de la région de Diego,
qui a vécu la dernière partie de sa vie à Mayotte, choisit de construire des personnages issus des diverses régions côtières. Le dernier caïman est situé au bord d'un lac identifiable à celui d'Anivorano près de Diego. Les funérailles d'un cochon se passent dans un village de la forêt dans la région de Diego. L'esprit du lagon décrit des Malgaches dont on sait juste qu'ils sont musulmans traverser clandestinement la mer vers Mayotte. Tangena présente les Maroflana dans le nord. Le mangeur de cactus, situé à Ifati près de Tuléar, a pour personnage principal un conteur Massikoro qui raconte la vie des apostrophes Entendroit et de Vezo. La femme du petit os travaille dans les plantations de vanille, celle de Jaombilo convertit son argent en bœuf. Les seuls personnages de l'Imerina sont les miséreux de Katram Jemsa et de la retraite. D'autres indices ancrent les textes dans ces régions périphériques. L'auteur introduit dans le texte français des expressions en langue régionale. L'arbre de référence est toujours le tamarinier qui lit, symbole du Sud, les maisons sont des cases. Surtout, l'organisation sociale est dominée par les traditions. Les contes, la femme aux ouïes dans le mangeur de cactus, la parenté à plaisanterie entre ethnies, les funérailles d'un cochon, l'islam Tangena, les traditions funéraires, je descends à Voidiala, le petit os, le mangeur de cactus, l'autorité des aînés, Jaombilo, les sacrifices de bœufs, Joro, docteur parvenu. Les cabaris se sont reproduits en donnant la parole aux sacrificateurs. Nous voici rassemblés au pied du toni sacré pour un sacrifice, je ne suis pas venu les mains vides, le dernier caïman, ou par le biais du récit d'un témoin. Le Sojab t'a rappelé les consignes. Tu partais pour ne plus revenir. Ta mère n'était plus ta mère, le petit os. Cependant, au contraire des étrangers à ces contrées qui les décrivent abondamment dans leurs récits, Jaomanoro refuse le paysage et le portrait. Il laisse aux proverbes, aux images, aux références leur opacité voire leur énigme. Plage ou forêt, aucun baobab, aucun soleil couchant derrière les voiles de la pirogue, aucune silhouette féminine avec seau ou panier sur la tête. La beauté semble s'être retirée des textes de Jaomanoro et avec elle, les clichés sur le bonheur simple, sur l'authenticité heureuse, sur la famille ressource. Il ne peint pas les régions parce qu'il place au centre, en les faisant narrateurs, les habitants de ces régions, les acteurs de ces cultures qui souffrent. L'écrivain des petits. Jaomanoro met toujours en scène des personnages prisonniers de situations familiales ou sociales sur lesquelles ils n'ont aucune prise. La jeune Tamou ne peut se défendre ni contre le maître coranique, ni contre sa mère qui l'éduque à n'être qu'un objet de séduction. La mère de l'enfant mort ne peut empêcher les hommes de son village d'aller, au nom de la tradition, le jeter en pâture aux chiens, je descends à Voidiala. Le tireur de pousse qui refuse de donner les ébus pour l'enterrement de son beau-père, n'a pas les moyens de retenir sa jeune femme. Le fils est à jamais banni par sa mère qui le croit un revenant, quand il rentre de la guerre. Une jeune femme qualifie le partage d'un bœuf aux funérailles de gaspillage, le petit os. Les traditions sont incarnées par le sacrificateur, le devin, MPS Ikidi, le sorcier, la matrone, le maître coranique, Fundi, les villageois. Elles s'abattent uniformément sur des mères en deuil de leurs fils, des jeunes filles violées, un père incestueux. Bien loin de représenter l'authenticité d'une identité à maintenir, elles sont montrées inhumaines, inutiles voire nuisibles d'autant plus que ceux qui les appliquent abusent de leur rôle parce qu'ils sont cruels, malhonnêtes, escrocs. Outre les traditions, les rapports de force entre hommes sont mis en scène dans une dénonciation systématique du pouvoir de l'argent. Avec de l'argent, l'assassin sort de prison, le dernier caïman, le propriétaire est spolié de son terrain, le mangeur de cactus, le Libanais torture à mort sa bonne malgache, le mangeur de cactus, le défricheur Karan a servi la population locale, Tangena. Pour l'argent, le jury octroie un diplôme, la retraite, l'infirmier se fait passer pour médecin et revend les dons, docteur parvenu, les vampires bourrent les urnes et remplissent les universités pour des diplômes sans valeur, je descends à Voidiala. Certains personnages tentent de se rebeller. L'auteur dit qu'ils sont les individus qui refusent leur destin en vain. La jeune mère à laquelle on confisque son enfant mort a beau déclarer elle est inhumaine, la coutume, on profite de son sommeil pour l'exécuter. Pierrot le pêcheur qui a tenté de survivre se déclare malheureux héros de cette affaire macabre, qui met fin à ses espérances quand il repêche 2 cadavres. La femme pourtant maligne du dernier caïman meurt et les paysans qui se sont soulevés contre le faux médecin accueillent avec une naïveté intacte son successeur. Pansy,
qui s'est redressé contre la domination Karan au nom de la dignité des siens, se voit, après son refuge chez la sorcière, banni et doit s'enfuir à Mayotte, vers une île qui l'attendait. L'écrasait Tangena. Les opprimés semblent toujours perdants. Il faut donc s'interroger sur le sens de ces dénonciations répétées. João Manoro serait-il le fossoyeur de sa culture et le défenseur d'une modernité émancipatrice ? Un partisan de la lutte des classes qui instillerait des propos révolutionnaires ? Il semble bien que non, puisqu'aucune autre manière de vivre n'est placée en vis-à-vis des traditions. Pourtant le mot superstition en qualifie certaines Tangena. Aucun message exaltant n'est proposé au lecteur si ce n'est par le biais de l'affirmation d'un personnage humilié qui au nom de tous invoque la valeur suprême, des êtres humains. Comme toi. Seulement amputé de ce qui fait des êtres humains, la dignité, Tangena. Le moraliste. Car ce ne sont pas les traditions qui sont visées, mais ceux qui les pratiquent sans discernement ni humanité. Ce ne sont pas les pouvoirs mais la manière de le pratiquer. Au-delà de la fresque ethnographique d'un petit peuple des côtes broyé par des traditions nuisibles et par des puissants égoïstes, João Manoro illustre par son œuvre sa vision de l'homme. Cette vision pessimiste dénonce le fond du cœur qui, quelle que soit la région, la situation, les circonstances, pousse les proches à se faire du mal les uns aux autres, parfois au nom de valeurs réputées bonnes ou efficaces. L'humanisme de João Manoro le pousse à décrire et faire parler les petits, mais sans angélisme car eux aussi sont pris dans l'engrenage de la cruauté. De manière ironique, il place son analyse dans la bouche des fouilleurs d'ordures de la retraite. Le mal, c'est l'homme lui-même. Pas l'époque ? Qui fait l'époque ? Pas l'argent ? Qui fabrique l'argent ? La vision politique qui ne transparaît que dans de brèves allusions comme la vie n'accepte pas les gens propres, la retraite. Elle finit par être résumée sous la forme d'un constat amer dans le dernier texte où un personnage dit « L'exploit de cette nation, c'est de revenir à la case de départ tous les 10 ans. Aucun autre pays n'ose faire ça. Les autres nations, elles avancent. Nous, on retourne en arrière. » Le mangeur de cactus. Mais si ces récits ne tombent pas dans la lamentation amère, c'est que João Manoro est aussi et sans doute avant tout un conteur qui invente une langue. Le conteur. Le dernier texte Le mangeur de cactus est construit comme les 1001 nuits, avec une Scheherazade devenue le musicien-conteur Marwan et la répétition des situations. J'ai une nouvelle histoire à te raconter, je vais te raconter l'histoire de Sambo. Comme dans le récit arabe, le cadre nocturne libère la parole et de chapitre en chapitre, Marwan fait parler le tireur de pouce en temps droit, le pêcheur marié à une ondine, l'ex-soldat Massikoro, l'expatrié au Liban. Il emprunte donc la structure et bien des éléments, Ranoro, à la grande tradition du conte auquel il mêle des références à la vie politique malgache secouée par le scandale des domestiques expatriés maltraités. Il appartient bien à la grande tradition du conteur qui, en maîtrisant ses effets, domine son auditoire en organisant son récit en séquence. Cependant, le principal outil du conteur reste la parole, la belle parole, telle que la tradition malgache continue de l'exalter avec l'art du kabari, des proverbes ou la poésie. Le français de João Manoro est résolument, dit-il, réinventé à cet effet par une habile combinaison d'emprunt et de traduction. Loin du réalisme apparent, il crée des personnages en jouant sur l'onomastique puisque leur nom prépare l'interprétation du texte. Le faux médecin jouant au riche s'appelle Monsieur Parvenu, l'enfant qui rendait sa mère heureuse se nomme Beravo, très heureux, le père dont la poitrine gronde sur son lit de mort, Jaambilo est appelé Ayamponga, le tambour, la défunte maîtresse rivale, le petit os et Mazinra, de Mazina, sainte parce que les morts sont devenus ancêtres. Le planteur français du manoir, le mangeur de cactus 64, voit son nom malgachisé en dit Manoa, Tangena. L'irruption de nombreux emprunts déstabilise le lecteur étranger et inscrit au cœur d'une œuvre francophone, un malgache dans sa version côtière. On danse le massévi à la foire aux ébus et on chante le gouma lors de la veillée mortuaire dans le petit os. Le conteur du mangeur de cactus promet « Je garderai ton senge et le mien intact en entretenant avec toi une bonne relation de Filongoa, 65. » La sorcière de Tangena est vêtue d'un saluva et affronte un maître qui a la toute-puissance du mariqué et la menace de son Tangena. On boit de l'ampango, les funérailles d'un cochon. Plusieurs chansons sont retranscrites sans être toujours traduites. Ainsi celle de la sorcière de Tangena en malgache,
celle des villageois qui se moquent du jaambilo, de la danseuse Mikea et du musicien dans Le Mangeur de Cactus, la berceuse de la mer dans Je descends à Voidiala en français. Les proverbes traduits ou les assertions construites comme telles qui surgissent à tout moment des récits créent des effets de rupture et d'énigme. L'argent de la mer de Bana. Un parapluie troué comme un arbre sans feuilles au moment de l'orage. Jaambilo. Quand le miséreux veut soigner sa grippe, il se fait une tisane d'herbe, Pierrot. Il faut choisir entre la chaleur d'un lit et la sauterelle qui pond. La retraite. Il témoigne à la fois de la culture traditionnelle dans laquelle baignent les personnages et de la maîtrise de l'auteur qui les utilise pour des effets de style, des marqueurs de son enracinement personnel dans d'autres références que les images françaises. Les traductions littérales du malgache, quand elles ne sont pas expliquées, procèdent du même ordre. La narratrice du Petit Os entre dans la maison froide, où elle contemple le cadavre de son ancienne rivale, le propriétaire, Tompontani, est appelé maître du pays, Tangena. Les étrangers sont les yeux délavés, Tangena. Les fusils sont des gueules puantes, et la maison la case grande, dans les funérailles d'un cochon. Parlant de son style, Jao Manoro qualifie l'écriture en français de domaine de recherche, parce, d'une part le français est d'approfondissement, une ouverture vers les autres. D'autre part il cherche à adapter ce langage, en ressuscitant les formules archaïques malgaches. Il cite le Hunteni, les poèmes à proverbes, très rythmés, très imagés. Ainsi, au-delà d'un réalisme certain, l'œuvre de Jao Manoro est bien une construction langagière savante. Ses textes aux intrigues, aux lieux et aux cadres variés illustrent à la fois son attachement aux gens de Madagascar et de Mayotte, sa vision foncièrement pessimiste de la nature humaine livrée à ses propres désirs de domination, et son indéfectible force qui lui permet de jouer des langues pour dénoncer et créer. David Jao Manoro n'est plus alors ni écrivain régionaliste, ni écrivain malgache francophone. Il est l'infatigable moraliste défenseur de la vie, de la parole, de l'art. Dominique Ranet-Vauzon. Une certaine disruption narrative. L'art du récit chez David Jao Manoro. Nous appelons disruption narrative le fait de rompre la linéarité, la continuité du récit, de l'intrigue par divers moyens destinés à susciter la curiosité voire la perplexité du lecteur, à le contraindre ainsi à participer au travail de narration en le complétant parfois par lui-même. L'auteur veut que son lecteur tire la leçon des histoires qu'il tisse et noue pour lui, en lui laissant des fils à débrouiller et nouer de façon à ce qu'il emporte la question jusque dans sa vie. Plusieurs procédés sont utilisés que nous essayerons de distinguer, de classer, d'illustrer. Le plus frappant est sans doute l'ellipse. Un moment capital de l'histoire n'est pas représenté, seulement suggéré par des éléments qui le préparent, l'entourent, le suivent. L'esprit et le cœur du lecteur suppléent, dans les nouvelles comme au théâtre. Les nouvelles de David Jao Manoro présentent couramment un morcellement dans la présentation des faits qui s'accompagne de flashbacks. Ce qui est à la fin ou tardif apparaît en premier. Les autres circonstances se disposent selon un ordre qui semble parfois arbitraire tant il bouscule la chronologie et contraint à la réinventer. Ce morcellement est souvent tempéré par un entrelac qui fait alterner deux chaînes temporelles parallèles mais en exacte correspondance. Une telle alternance entre chaînes de faits peut renvoyer aussi à une interférence entre l'imaginaire et la réalité, la tradition et l'actualité, l'inconscient et le conscient. Quelques cas sont plus difficiles à élucider. Un brouillage référentiel semble laisser dans le mystère quelques épisodes pourtant narrés avec minutie et réalisme. À ces endroits, la liberté du lecteur peut lui devenir un fardeau tant on aime tout comprendre mais cette frustration aussi porte leçon. Enfin, le tout dernier ouvrage de David Jao Manoro, Le Mangeur de Cactus, initie une façon de raconter qui renoue avec la grande tradition du contage aux multiples narrateurs dont les récits s'enchâssent les uns dans les autres. Cet enchâssement n'a pas la complexité des Mille et une nuits, mais il permet des variations nouvelles sur le jeu entre narrateur et narrateur, destinées à notre sens, à permettre l'éclosion d'une réflexion ouverte et toujours à parfaire sur les relations possibles entre les langues, les cultures, les histoires, locales et globales, et les individus métamorphosés par leur rencontre de l'autre. Ellipse. L'événement qui fait le cœur vibrant, dramatique et obsédant de l'histoire échappe parfois proprement à sa mise en mots, à sa mise en scène. Le viol nuptial, qui est le centre aveugle de la première nouvelle de Pirogue sur le vide, le rêve d'Assiata, n'est pas représenté,
Il est ménagé en Creusdan et par le rituel du mariage traditionnel comorien avec la complicité de toute la famille, surtout des femmes qui livrent l'enfant à son bourreau de mari avec une frénésie malsaine. C'est la jeune fille qui parle, sa conscience qui organise les faits et résiste à l'inéluctable, mais comme elle a été droguée par sa tante, elle est inconsciente au moment du pire, enveloppant dans son rêve la violence du réel. Son réveil est terrible, je suis finie, pense-t-elle page 17. L'éclipse narrative correspond ici, de façon réaliste, à une perte de conscience de la narratrice, mais ailleurs, comme dans l'esprit du lagon, le procédé est autre. Le viol collectif, commercialement exploité par les passeurs, de 7 jeunes femmes débarquées clandestinement à Mayotte est révélé au lecteur par l'entremise d'un couple de Mzungus, blancs, qui découvrent l'affaire dans leur journal, page 107, ces comparses n'apparaissent plus ensuite. Au théâtre, dans le dernier Caïman, le viol de la femme du sacrificateur par le devin est laissé dans les interstices de l'action présentée sur scène tout comme l'assassinat du sacrificateur par le même devin. Dans l'Abeka Koesi ou le mariage de la princesse Yangoria, c'est l'inceste qui est évoqué et escamoté. Nous effleurons avec ces thèmes une matière irreprésentable dont l'impact sur le cœur et l'esprit s'accroît par l'absence de mots et d'images. De même pour des faits particulièrement atroces. Dans Jamaïque, l'incendie de la rizière qui va faire mourir le petit Corimpa est un crime prémédité dont les causes et les prémices nous sont données en désordre. C'est aussi un cas de morcellement narratif, alors que la présentation du pire est esquivée. Les 2 derniers paragraphes de la nouvelle, page 130, seulement dévoilent un petit corps calciné. Enfin, dans Le mangeur de cactus, le récit du tireur de pousse-pousse Titiki s'interrompt juste au moment où il va commencer à se battre contre les champions de son rival, celui qui lui a volé sa femme, page 25. Quand il repart sur ses conditions de vie de nouveau célibataire, l'on comprend qu'il a été écrasé et humilié. Là encore l'ellipse renforce les faits au lieu de le compromettre. Une retenue qui est aussi de portée morale, pudeur, respect humain, favorise chez le lecteur une prise de conscience accompagnée de sympathie. Morcellement et entrelacs. Plusieurs des récits de David Jaumanoro sont délibérément morcelés, bousculant la chronologie pour faire saillir en traits acérés des moments saisissants. Ainsi débute Mediares, funérailles d'un cochon, Tangena, Jaambilo. La narratrice, qui est la mère dans Funérailles, commence son récit par la brusque arrivée de son fils Unsei dans le village à la tête d'un groupe de miliciens en 4x4, des fédérés ou FE accent aigu DE accent aigu S, partisans de Ratsiraka qui font régner la terreur dans le nord de l'île en 1992 à 1993. Il la traite avec brutalité et la fait violer par ses cams. Il cherche son père pour l'enterrer vif. C'est par flashback que l'on en vient à ce qui a causé cette haine contre les siens. L'enterrement de son frère jumeau MBE que leurs parents à plaisanterie ont traité de cochon. Faute de comprendre la portée traditionnelle de ce lien et des plaisanteries salaces qu'il engendre, le jeune garçon estime son frère offensé et veut le venger. Rien ne le fera changer d'interprétation. Il part à la poursuite de son père, et la mère referme son récit qui est aussi une déposition devant le commissaire de police, par l'assimilation des multiples viols qu'elle vient de subir à autant d'accouchements dans la douleur qui la font revenir au moment de la naissance de ses jumeaux. Ici le viol apparaît dans les mots et les images, mais c'est une manière d'involution qui ramène la mère à l'accouchement pour en anéantir le produit. Le fils a réintégré la poche qu'il a protégée 9 longs mois. Il n'est pas né. Je n'ai jamais eu de jumeaux. Je les ai seulement pensés. Dans Tangena, c'est d'abord l'évasion spectaculaire d'un prisonnier appelé Pantsi, entravé par les gendarmes, et qui s'échappe de leur véhicule à la faveur d'un accident sur la piste. Retour en arrière. Querelle entre le Karan, devenu le maître des terres ancestrales, et les villageois à propos de la légitimité de cette appropriation. Bien que d'esprit rebelle, les paysans descendants de Marron n'osent pas s'en prendre au maître car il est assisté par les gendarmes. Ils ne dénoncent toutefois pas Pantsi, l'auteur de l'offense que veut punir le Karan, pour la dernière fois qui a chié dans mon puits. Pantsi est recueilli et soigné par Bozaka la sorcière après son évasion. Elle lui fait boire de force son Tangena, médicament et poison. Ce n'est qu'après ce moment que l'on voit Pantsi se dénoncer lui-même, et les gendarmes l'embarquer après l'avoir attaché. Un épisode qui se situe à nouveau chez la sorcière fait revivre le passé, nous y reviendrons tout à l'heure,
et Pansy se retrouve sur une embarcation qui fait le passage vers Mayotte dans des conditions éprouvantes. Un flashback explique qu'après l'affaire de l'étron dans le puits, Pansy est quasiment devenu tabou au village et il a choisi de rejoindre cette île, où la moitié de la population serait descendante de marrons et d'esclaves. Il va y aborder comme en terre promise au moment où s'arrête l'histoire. Jaombilo s'ouvre sur l'agonie de Ayamponga, celui qui fut entretenu des années durant par une très belle femme qui avait jeté son dévolu sur lui. Sa fille, Bana, tente de l'achever en l'étouffant avec un oreiller, peine perdue. Quelque chose l'empêche de succomber. En flashback, nous suivons le destin de ce couple considéré comme illégitime, car l'homme s'y laisse entretenir. Une fois veuf, la vie est plus difficile pour lui et c'est une interminable déchéance. Mais un événement donne du tragique à sa fin. En un moment d'égarement, il a apparemment violé sa fille, à moins qu'elle ne fût à demi consentante, et l'inceste implique malédiction. Il ne pourra mourir que soulagé, purifié par l'aveu qu'il aura fait et lorsque le puissant fétiche qu'il a caché en un recoin de sa case aura été détruit. Les funérailles et Jaombilo mettent en valeur les extrémités du récit, utilisant un jeu d'écho puissant et violent, viol, inceste, agonie et mise à mort, pour donner une unité à un destin tout en ménageant une surprise finale qui est peut-être un dépassement mais plutôt le constat sans appel d'une rupture dans et par les liens du sang. Dans Tangena, divers abus de pouvoir mis en évidence par le morcellement provoquent un trouble profond lié à la confusion de toutes les valeurs. La loi du plus fort, du plus malin, du plus riche l'emporte. Ce morcellement est parfois tempéré par le contrepoint ou l'entrelac, qui consiste à lier deux chaînes de faits qui se répondent tout en se différenciant. Je descends à Voidiala, entrelace deux récits de voyage en train vers la même destination. Celui que fait la narratrice dans un présent indéterminé, celui qu'elle fit avec son bébé Beravo quelques années auparavant et qui s'acheva par la mort fulgurante de l'enfant. Les actions propres aux deux moments se répondent, et le récit prend du poids grâce à la remémoration douloureuse des faits du passé comme revécus en songe. Le petit os recroise deux entreprises macabres. Celle des danseuses ou sorcières qui viennent chercher près des tombeaux les ingrédients de leur charme et celle de Massisara qui vient prendre sur le corps de sa défunte rivale Mazinra un talisman destiné à effacer de la mémoire de Bessoa, son homme, tout souvenir de celle qui est morte et qui fut sa maîtresse. Cette complicité objective permet des échanges qui font vivre des éléments de rites traditionnels comme certaines ritournelles et incantations. Ce procédé d'alternance obtient l'unité dans la différence maintenue. Interférence. L'interférence entre réel et imaginaire, tradition et moment présent produit une alternance analogue et un contrepoint tout aussi riche en laissant toutefois plus de champ à l'ouverture et à la variation, au questionnement aussi. Nenitou, qui rapporte l'humble vie d'une fillette arrachée à sa campagne par une famille aisée de la ville afin de lui servir de bonne ou d'esclave, est un récit d'emblée nourri par l'imaginaire animalier de l'enfant. Des images proverbiales reflètent une sagesse traditionnelle et un conte lui fournit des éléments de réflexion et de résistance morale quand elle est assimilée par sa patronne à un caméléon, Itamba, voire à une sale petite chienne morveuse. Elle reprend alors à son compte l'histoire de la princesse Fitia et de sa petite esclave Itambarira. La princesse, bien que son nom veuille dire amour, est méchante et mesquine. Par la ruse et par ses efforts, la servante dépouille de ses bijoux et parures la princesse paresseuse et peu intelligente et se trouve en mesure ainsi attifée, de tromper le princier cousin de sa maîtresse qui l'épouse à sa place. Tout semble aller pour le mieux, et la fillette s'identifie positivement à celle qui porte le nom du caméléon, en raison de la revanche qu'elle s'assure. Mais, et c'est le jeune garçon de la famille des maîtres, Andri, qui renverse le sens de l'histoire en complétant le conte. La fausse princesse, qui est un vrai caméléon, ne saurait se nourrir de mets convenant aux humains et par là elle révèle sa vraie nature, elle sera chassée après avoir été battue. D'ailleurs les enfants de la maisonnée en écho malmènent la petite, est-ce seulement par jeu ? Ainsi conte et réalité concrète se correspondent et se répondent. Si elle tente de retourner chez elle en s'enfuyant, Nenitou, sa petite mère et sa patronne, viendra la reprendre et ses parents la vendront à nouveau. Alors ce sera sans doute mieux, et elle ira vraiment à l'école ? Conte, c'est un rêve et un conte, mais qui ment et à qui ? L'enfant se ment aussi à elle-même. C'est de façon beaucoup plus radicale, car un scandale est voilé dévoilé dans et par ce point de l'intrigue, que dans Tamou,
intervient une histoire de djinn digne des Mille et une nuits. Une jeune fille qui, par mégarde, a épousé au lieu du prince espéré, un djinn cannibale utilise la pince braise qui trempait dans le brasero, pour l'enfoncer toute rouge sous la queue levée du djinn, qui s'enfuit en hurlant. Le brasero et sa pince sont là depuis le début de l'histoire et du cours, mais l'on évoque en même temps les nombreuses brûlures subies par les jeunes filles de l'école coranique. C'est l'arme utilisée par le maître, le fundi, pour obtenir les faveurs qu'il souhaite de ses jeunes élèves. Alors quand il se retourne, les fesses en l'air, pour mieux enlever son pantalon avant de la violer encore une fois, la petite Tamou s'empare de la pince pour régler son sort au djinn. Le scandale n'éclatera pas car chacun, le maître d'abord, a intérêt à dissimuler la réalité des faits. L'histoire catalysée par le conte permet d'établir la somme des lâchetés et des habitudes qui, s'étayant l'une l'autre, entretiennent un terrible système de sujétion des femmes et l'on apprécie d'autant plus la lettre d'émancipation que Tamou, à la fin, adresse à son père qui a voulu la vendre à un vieux mari qu'on se demande si dans le contexte, elle est vraisemblable. Effet du conte, projection dans l'imaginaire, triomphe de ce dernier ? Au lecteur de se faire sa leçon. Cette question se pose également, mais autrement, dans Le Mangeur de Cactus à propos de l'histoire légendaire de la femme qui a des ouïes, qui, dans le livre, induit un rituel se déroulant au présent et engageant les divers protagonistes, dont les narrateurs, dans un jeu de rôle magique pris très au sérieux, nous y reviendrons. Brouillage. Quelques passages des nouvelles contraignent le lecteur à la perplexité, car ils ne proposent pas de solution univoque. Ce sont des énigmes qui opèrent par brouillage référentiel, et la plus opaque est sans conteste la scène de danse et de reconnaissance qui se déroule chez la sorcière Bosaka dans Tangena. Juste après le moment où Pansy se dénonce et se fait ligoter, se déploie, avec des descriptions précises et colorées qui pourraient relever de l'ethnographie, un moment de fête et de danse au village où la danseuse Sohamora triomphe. Tout à coup une alerte. Les villageois s'enfuient et les sentinelles amènent un rôdeur étranger. Mais il est reconnu par le patriarche Tsimitoraka comme son frère jumeau, depuis longtemps disparu. Un instinct lié au sang induit cette reconnaissance, et le sang parla. Le même sang qui battait à la tempe de l'inconnu et au cou de Tsimitoraka. Nous découvrons alors que c'est là un récit fait par la sorcière au jeune Pansy, pour lui révéler les origines de leur clan, les Maromna. La danseuse épouse l'inconnu et ils fondent la lignée. Pansy en tire la conclusion qu'il préfère la mort à la déchéance des Maromna. Juste après, il part pour Mayotte. Il est difficile de se faire une idée claire de la portée de cet épisode qui fait intervenir des personnages non présentés jusque-là, et qui n'apparaissent plus ensuite. L'on n'en situe bien ni le moment ni l'époque. Un indice toutefois propose un fil. Une citation gnomique d'inspiration traditionnelle ouvre cette section. Le deuxième œil reprend sa place sur le visage, le premier retrouve son éclat. Elle semble répondre à une formule de la mère dans Funérailles d'un cochon. Au moment où elle constate qu'elle a tout perdu, on m'a crevé le deuxième œil. Ce deuxième œil serait le sens intérieur, intime, quasi mystique qui est le garant des liens de sang et de la légitimité clanique. La scène de fête comme les retrouvailles des frères vont dans le sens d'une restauration et d'une instauration. La folie meurtrière de Hunsei contre les siens va vers la destruction. Toutefois, même dans Tangena, la matrie qui a mangé le placenta brûle la plante des pieds, et plutôt que de mourir sur place pour les Maromna qui ne l'ont pas soutenu, Pansy fuit vers une terre promise. Le sens reste en suspens. De même, au début de Jamaïque, un adolescent qui joue au dur professe une théorie iconoclaste qui vise à magnifier le crime et l'emprisonnement comme source plénière de légitimité et d'honneur en un nouvel état du monde. Autour d'un chapeau à moitié rempli de Tzamala, il est écouté et admiré par les jeunes du village dont le petit Tsitso qui, au paragraphe suivant, va se retrouver dans le contexte d'une prison où il est violé par le caïd de la cellule. Puis l'intrigue s'engraine sans plus tenir compte de ses prémices. Le séjour en prison de Tsitso est-il un pur délire lié à la consommation de cannabis ou une anticipation de ce qui va lui arriver une fois qu'on aura compris qu'il a, par vengeance, prémédité la mort de Corimpa ? La fin de la nouvelle n'éclaire pas ce point, et laisse au lecteur le souci de s'y retrouver. Le sens reste à faire, il faudrait l'établir en se rendant sensible à toutes les subtilités et au décrochage de la narration, au jeu entre narrateuresse et narratrice, en se faisant juge et partie mais sur son propre fond. Enchâssement.
L'ensemble qui pousse cette tendance au plus loin est sans conteste le dernier opus de David Jaumanoro, Le Mangeur de Cactus, où il nous offre une série de récits liés entre eux par leurs protagonistes, leur narrateur et le mode de narration. En effet, un récit cadre instaure comme narrateur premier, principal, un Vazaha qui s'est installé dans le sud de Madagascar depuis une vingtaine d'années et qui a noué des liens très forts avec les gens de la région, sa culture et ses langues. Le premier récit montre l'arrivée matinale du Vazaha chez Marvan, le vieux musicien virtuose du Marovani, et il se livre à une sorte de rituel quotidien. Après avoir choisi un proverbe et l'avoir explicité, l'argent du Vazaha retourne au Vazaha. Le musicien raconte pour l'illustrer une histoire, une aventure ou un conte. Ce jour-là, il s'agit de Titiki qui a perdu son épouse et son fils, vendus au plus offrant faute d'avoir pu fournir 5 zébus pour les funérailles de son beau-père. Pourtant ce jeune homme et son épouse, brillante danseuse, ont connu une période de gloire et de richesse fondée sur le spectacle qu'ils donnaient dans des boîtes de nuit, mais cette richesse venue de la modernité occidentale débridée a fondu mystérieusement, l'argent ainsi gagné est retourné à sa source. Ce premier moment trahit ou traduit une opposition fondamentale entre tradition et modernisme, mais même si les valeurs traditionnelles semblent un instant valorisées au détriment de l'occidentalisation, par l'ex-femme de Titiki par exemple, fière et heureuse d'avoir sauvé l'honneur de son père par sa soumission aux lois du clan, ces dernières révèlent déjà leur brutalité inhumaine et elles ne sont pas non plus à l'abri du pouvoir de l'argent puisque le rival de Titiki achète sa femme et son fils, certes c'est apostrophe, est avec la richesse du cru, un gros capital en zébus mais... La seconde histoire, celle de la femme qui a des ouïes, relève du conte et des légendes d'ondines ou de sirènes très en vogue encore de nos jours dans le sud malgache. C'est exactement notre Mélusine. Mais à la fin du récit, le conteur qui est une fois encore Marvan précise le nom des descendants de la sirène, et notre Vazaha reconnaît parmi eux le jeune homme qu'il emploie depuis des années. Le couple de ce garçon connaît la stérilité, ce qui le désole, lui et son épouse. Marvan propose alors d'entreprendre un rituel de désenvoûtement qui fera revenir les mânes de la sirène et de son époux, pour les réconcilier et lever la malédiction qu'a proférée l'ondine contre toute sa lignée au moment où elle a été obligée de fuir, l'interdit ayant été violé. Ce sera l'objet de la troisième histoire où le vieux conteur devient l'officiant d'une cérémonie magique et le narrateur du récit cadre, qui ici raconte, protagoniste, avec son épouse. En effet, le Vazaha et sa femme vont jouer les rôles de la sirène et du pêcheur, afin de permettre d'accomplir le rite et de lever le maléfice. Dès ce moment, le Vazaha qui affiche sa sympathie et son respect pour la tradition se trouve mis en porte-à-faux, surpris par l'initiative impromptue de Marvan, figé dans la solennité du rite. Il a accepté tout comme sa femme de faire les gestes et de prononcer les paroles mais comme mécaniquement, sans participation intime. Son sens critique et ses réflexes rationalistes pourraient l'éloigner de cette pratique et l'amener à la rejeter, mais il connaît le musicien depuis des années et l'affectif prime en ce qui concerne L'. Ensemble de leur relation. Depuis longtemps avec lui, j'ai renoncé à mettre un nom sur les gens, sur les objets, sur les actes humains, avant de les aimer. C'est pourquoi, bien que sa raison et son sens pratique tentent à limiter la portée de l'acte rituel, il sait aussi qu'il n'entend pas les arcanes de ce culte. Le sentiment d'entente et d'union l'emporte et le laisse ouvert à une dimension sacrale qui lui échappe. De même au seuil du quatrième récit qui sera celui du destin, tragique de Marvan, raconté par lui-même, se pose la question de l'existence des morts vivants, des Mifo-Amati, morts réveillés. Car notre vieux conteur est réputé en être un, ce qui a depuis des lustres réduit sa vie à une marginalité douloureuse. Originaire du pays Entendroit, tout au sud de l'île, le jeune homme a combattu dans le nord pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Anglais. Les communications étaient difficiles en ces temps troublés. Sa famille sans nouvelles pendant des années a accueilli sans pouvoir rien vérifier une rumeur qui le disait mort et le clan a procédé à son enterrement. Faute de corps, son oreiller fut inhumé à sa place. Quand il revint, personne ne voulut croire à sa survie. Il était un fantôme ou pire un zombie qui ne pouvait que nuire aux siens. Qu'il s'éloigne sous peine de mort. Il repartit donc vers le nord tout seul. La mentalité traditionnelle l'a exclu à jamais du monde où il était né. Une fois encore, la pensée, les croyances, les coutumes et les représentations imaginaires et fantasmatiques de la tribu imposent un traitement inhumain à l'individu isolé. Comme à Titiki.
Pourtant le vieil instrumentiste n'en demeure pas moins un fervent de la tradition qu'il connaît en son intimité, transmet et enrichit par son talent de musicien et de conteur. Il déplore la modernisation accélérée qui est une éradication des valeurs ancestrales. Le Vasa'a, reprenant la parole dans les dernières pages de ce 4e récit, constate ce déchirement et cette apparente contradiction chez Marwan. Il est tenté de juger et de condamner la dureté du monde ancestral mais il se l'interdit. D'ailleurs je m'interdis de taxer de superstition une expérience humaine qui aide une société à réguler les bases de sa pensée. Il conclut par un éloge de Marwan et fait de lui la quintessence de cette tradition, en même temps terrible, lui qui en prodigue la beauté, la joie et l'amour. À ce titre, il est tout de même un mort réveillé car mort à sa tribu, il sait en révéler l'idéal. Le 5e récit, en grande partie sous la responsabilité du Vasa'a et confié à son initiative, s'écarte du sud malgache pour retracer l'épouvantable aventure d'une fille du pays, Saramba, nièce de Marwan, partie chercher fortune à l'étranger, au Liban. Appâtée par d'alléchantes annonces, elle est allée là-bas vivre le martyre trop souvent réservé aux petites bonnes de couleur en des pays féodaux et racistes. Hélas, l'histoire s'inspire de faits réels. Swanomena, compagne de Saramba, raconte leur vie avant son départ et un téléphone portable que la morte a réussi à lui faire parvenir permet d'entendre le journal qu'elle tient de son supplice. Marwan est venu avec le Vasa'a récupérer le corps à l'aéroport d'Ivato, à Tananarive, et il ramène le cercueil sur le plateau du pick-up jusqu'à la presqu'île des 12 Kitara, 12 hectares, du côté d'Ifati, non loin de Tuléar, pointe de terre que Marwan offre au Vasa'a qui y établira un hôtel-restaurant et le tombeau de Saramba comme celui de Marwan. L'enchâssement n'a pas la complexité mécanique et redoutable de ceux des 1001 nuits, et la variété y reste de mise selon le tempérament et le talent, le ton des narrateurs. Le Vasa'a n'est pas, comme Scheherazade, bien que chaque nuit, celle-ci risque sa vie, purement extérieur au récit qu'il transmet mais il se trouve impliqué dans l'action et bien au-delà de ce que promettait d'emblée le récit cadre. Dès le moment de la cérémonie d'exorcisme, au milieu du livre, l'on peut même dire que son point de vue l'emporte et que c'est en lui d'abord que s'ouvrent les questions auxquelles il tente de répondre en même temps que le lecteur dont il se fait le guide au fil des décrochages successifs. La sympathie, la compassion, l'admiration, l'amour du Vasa'a sont communicatifs, sa perplexité aussi. Il sait bien, mais moins que Marwan sans doute qui lui les vit dans sa chair, les cruautés imposées par la tradition, l'irrationalisme parfois frénétique des coutumes et des rites, mais il veut comme Marwan leur rendre l'hommage esthétique et moral qui leur semble dû tout en assumant le déchirement qui pour lui demeure toutefois plus intellectuel que foncier. Il peut sembler curieux qu'un auteur malgache francophone choisisse comme truchement pour mieux faire passer son propre trouble envers le monde traditionnel hérité, affronté à une occidentalisation destructrice, tout comme pour magnifier la rencontre de l'autre, avec l'autre, l'esprit et le cœur et le verbe d'un Vasa'a de bonne volonté qui a choisi de vivre et de mourir à Madagascar. C'est parier sur l'ouverture, en tous les sens du terme, pour tenter de préserver ce qu'il y a à sauver au cœur même du propre. À notre sens, ce même trouble, les nouvelles et les pièces antérieurement écrites voulaient déjà le faire partager grâce aux divers procédés de disruption narrative mis en œuvre. Le lecteur n'était pas guidé par deux belles âmes, Marwan et le Vasa'a. Il devait assumer tout seul les turbulences du récit pour en tirer leçon et parfois prendre des initiatives interprétatives pour sortir de l'impasse. Sa compassion, sa sympathie, son indignation étaient mises en branle de façon abrupte puis livrées à leur propre cours car l'auteur ne commente pas. Sa perplexité était suscitée par des contradictions et des incongruités, des injustices et des cruautés inouïes, des pratiques magiques, des lacunes savamment ménagées, mais laissées en suspens car l'auteur n'explique pas. Le lecteur était initié au jeu d'un imaginaire à la fois personnel et ethnique, pour le plaisant et pour le pire, maintenu toutefois dans l'incapacité de débrouiller le vrai du mensonge traditionnel, ou non. Mais peut-être est-ce la question du sang qui reste la plus parlante, la plus criante, la plus inexpiable ? Il y a, nous dit-on, un instinct immémorial qui fait que les sangs, comme les sueurs, se connaissent et reconnaissent avec une étonnante sûreté. Ce fut, ajoute-t-on, aux temps ancestraux, pour parfaire les lignées et les rendre aussi éternelles que mémorables. Pourquoi faut-il désormais que ce soit pour se déchirer, se séparer ou s'ignorer et pour l'outrage, l'inceste, l'infanticide ou le parricide ? C'est comme si l'on crevait le deuxième œil du peuple malgache,
comme s'il n'en finissait plus de se le crever lui-même. Serge Métinger. David Jaomanoro et les traditions. Représenté FICTIONNALISER dénoncé. La population malagasy est dans son ensemble très attachée à ses us et coutumes, divers selon les régions mais partout considérés comme des héritages inaliénables des ancêtres, vénérés sous la garde des aînés. Le respect de la tradition est si impérieux, en particulier dans les campagnes, que toute transgression peut entraîner de sévères sanctions, tout aussi traditionnelles, voire le bannissement ou la mort. David Jaomanoro représente, aussi bien dans les nouvelles qu'au théâtre, de nombreuses pratiques traditionnelles de sa région natale au nord, du sud où il s'est rendu ainsi que de Mayotte, l'île sœur où il a passé la dernière partie de sa vie. Nous voudrions ici tenter de préciser le lien entre le texte et la réalité ethnologique, afin de comprendre comment s'articulent les deux, comment Jaomanoro reproduit et retravaille une réalité sociale qui lui est familière. Nous chercherons à l'issue de cette analyse à interpréter cette propension. S'agit-il d'une écriture ethnographique, dans la tradition des écrivains coloniaux soucieux de reproduire une réalité intéressante, ou d'une analyse et peut-être d'une critique indirecte de ce qui peut être vécu comme un carcan? Ces fictions semblent revenir principalement sur les traditions se rapportant au rite mortuaire, au mariage et à la hiérarchie de la communauté villageoise. Les traditions funéraires reviennent du début à la fin de l'œuvre. Que la mort frappe un jeune homme, un bébé ou un vieillard, qu'elle se produise dans un village de l'Est, du Sud ou du Nord, la plume de Jaomanoro inscrit des rites inconnus de son lectorat et analyse la manière dont ils sont vécus avec précision et distance. Funérailles d'un cochon, écrit sous la forme d'un témoignage à la première personne, présente la trajectoire d'un jeune homme qui, n'ayant pas compris les rites pratiqués à la mort de son jumeau, s'en va prendre les armes et finit par se venger sur sa mère. Le récit se passe dans un village du nord de Madagascar où vivent deux groupes, les Antankandrefa et les Nejoati. La ville de Diego y est mentionnée comme lieu d'étude des jeunes en 1991 à 92. La date n'est pas précisée mais il est fait allusion aux fédérés, ces milices constituées pendant la crise politique de cette période. La narratrice, qui est la mère, décrit avec force détail les funérailles de son fils. À travers elle, Jaomanoro présente la tradition de la parenté à plaisanterie, connue en Afrique mais aussi à Madagascar. La parenté à plaisanterie entre Nejoati et Antankandrefa remonte à une époque nébuleuse, où les boutres malgaches affrontaient la Grande Bleue pour aller se ravitailler en esclaves sur les côtes du pays Morima. Ils avaient alors conclu un pacte, entraide, solidarité, soutien mutuel, dans la joie comme dans le malheur. Le Nejoati pouvait utiliser les bœufs, les terres et même les récoltes de l'Antankandrefa en toute impunité, et vice-versa. En revanche, ils pouvaient s'injurier réciproquement, consciencieusement, sans être inquiétés par les règles de la convenance. Ces pactes, appelés ziva, jouent dans la réalité un rôle prépondérant dans toutes les phases importantes de la vie, mariage, funérailles, circoncision et autres. Le terme malagasy ziva vient du mot vasi ou vasi-vasi, en verlan qui signifie « plaisanterie ». L'auteur l'utilise pour désigner ceux qui ont le droit de dire ces injures factices ritualisées. Alors le ziva mima une cavalcade endiablée, administrant de puissantes claques sur le mâle couvercle du cercueil. Achia. Achia. Arti. Achia. Une vieille ziva édentée lança à l'endroit du monteur de cadavres. À cette allure, fils, tu vas crever bientôt ta monture. Tu ne vois pas, mais elle fait déjà d'énormes crottes derrière toi. Rire en cascade, huée. Selon les pratiques funéraires Nejoati, le défunt doit être gardé jusqu'à dilapidation totale de ses biens. Les travaux de préparation de la mise en terre sont prolongés au maximum, afin de perpétuer les échanges conviviaux. Les congénères apprécient ces moments de retrouvailles, de côtoiement prolongé. Les Nejoati sont enterrés dans des endroits rocailleux, des grottes naturelles difficiles d'accès, presque inaccessibles. Ainsi, les cérémonies préfunéraires servent aussi à préparer les participants aux sacrifices et aux souffrances physiques qu'ils devront endurer lors de l'accès aux grottes qui servent de tombe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.